Bah écoute, merci beaucoup et je te remercie de cette invitation parce que ça me permet de revenir dans une université où j'ai passé quelques années quand même, on en parlait il y a 20 ans. Donc c'est un plaisir de parler dans cette bibliothèque que j'ai fréquentée à bien des égards et de bien des manières. Alors, la question de l'analogie et de la diachronie, c'est une question qui va pouvoir se décliner en deux parties. Alors, je vais un peu introduire mon propos, mais pour le dire tout de suite, j'aurai deux grandes parties. Donc, ce qu'on pourra éventuellement faire, puisqu'elles seront liées mais sensiblement autonomes, c'est pour la première partie, qui sera peut-être plus diachronique d'un certain point de vue, s'arrêter à la fin de cette première partie une première fois pour voir s'il y a des premières questions, etc. Et puis poursuivre sur la seconde partie. Alors, en premier lieu, s'interroger sur analogie et diachronie, c'est d'abord partir de l'idée que l'analogie a longtemps été considérée comme un changement linguistique, un des mécanismes du changement linguistique, autrement dit, un mécanisme à partir duquel une forme est refaite ou créée, le cas échéant, à partir d'une forme modèle. On verra que c'est la définition qui a été la plus couramment utilisée, soit en termes de relation binaire, soit en termes d'analogie proportionnelle à proprement parler, et c'est ce changement linguistique qui a connu des statuts assez variés, soit disons positifs, soit négatifs, j'y reviendrai un peu, au cours du développement de la diachronie. C'est donc une place ambiguë que possède ce mécanisme, puisque pendant longtemps, on le verra, il a été au fond considéré comme un mécanisme anormal d'un certain point de vue, avant d'être réintégré comme un mécanisme, au contraire, peut-être fondamental de la diachronie. Alors, ce retour au premier plan s'est opéré, disons, il y a une quinzaine d'années, de façon assez progressive. Alors, juste peut-être pour situer un petit peu, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de diachroniciens ici, mais la linguistique diachronique, au fond, doit son nom à la fameuse opposition saussurienne que vous connaissez tous, mais a été, au fond, très peu étudiée, sinon plutôt par des individualités que par des écoles théoriques, bien que ces individualités aient été parfois liées à l'école de la psychomécanique du langage. Et donc a été assez peu étudié jusqu'au fond à la fin des années 80. On a bien sûr des individualités telles que Jacobson, telles que Martinet, qui s'en occupent, qui posent la diachronie comme un élément central, mais dans la majeure partie disons de la discipline, c'est souvent le structuralisme et la synchronie qui ont pris le devant. Et d'ailleurs, dans la tradition générativiste, par exemple, qui a longtemps prévalu, non pas seulement sur le continent américain, mais aussi en France, on s'occupait très très peu de diachronie. On réduisait le changement linguistique à une erreur de l'acquisition par les enfants lors de l'apprentissage de la langue, et au fond, on n'en parlait pas beaucoup. Alors, ce retour au premier plan s'est opéré, disons, au milieu des années 1980, avec la redécouverte d'un concept, celui de grammaticalisation, et c'est depuis, dans le cadre de ce qu'on a parfois appelé, de façon peut-être un peu abusive, mais la théorie de la grammaticalisation, ou le paradigme de la grammaticalisation, que se sont redéveloppés de manière très marquée, c'est-à-dire aussi par la création d'équipes de recherche, par la création de revues, etc., les études diachroniques. Donc, à mesure que se sont redéveloppées ces études diachroniques, l'analogie, qui était l'un des trois mécanismes identifiés au départ, chez Meillet par exemple, a pris une importance croissante et aujourd'hui, on le verra, occupe une place qui dépasse le cadre strictement diachronique. Alors, au point que certains parlent de linguistique analogique, donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure, mais ce mécanisme analogique, dont on verra qu'il est au fond fondamentalement cognitif, ce mécanisme analogique a singulièrement orienté les recherches contemporaines et en particulier en diachronie. Donc l'idée, ça va être d'essayer de voir un petit peu comment ce mécanisme analogique est un mécanisme cognitif fondamental qui associe l'usage et l'évolution des langues. Et c'est à ce moment-là que interviendra, on le verra tout à l'heure, cette notion de possible qui permet là aussi de faire coïncider, de faire disons, de traiter en même temps, si j'ose dire, à la fois la manière dont on utilise une langue et la manière dont, par cette utilisation même, on fait évoluer, de façon consciente ou inconsciente, notre propre langue. Alors, je disais, on aura
deux grandes parties. L'analogie dans le changement linguistique, ça va être une partie, disons, peut-être un peu plus historiographique, si vous voulez, qui va à la fois nous permettre de parler de diachronie et nous permettre de voir un petit peu comment l'analogie a gagné, si vous voulez, en notoriété et en importance au long du développement de la linguistique diachronique, et puis dans un deuxième temps, en réintroduisant les notions d'usage et de possible, voir un petit peu comment l'analogie est l'un des mécanismes fondamentaux qui, par l'usage de la langue, permet de faire aussi évoluer la langue. Alors, quelques conclusions qui seront assez rapides, puisque de toute façon, j'aurai vraisemblablement plus le temps à ce moment-là. Alors, l'analogie dans le changement linguistique. Donc là, je vais me borner à quelques remarques au début, et puis, petit à petit, entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, d'abord, l'ancienneté du mécanisme analogique. Je renvoie à un article de Thierry Ponchon, 2007, paru dans les cahiers de linguistique analogique, qui, appliqué à des considérations de nature grammaticale, on ne parlait pas encore de linguistique à l'époque, mais à des considérations de nature grammaticale, cite par exemple les grammairiens Varron ou Donatus, qui, là aussi, exposent une théorie de l'analogie, ou sinon, en tout cas, intègrent le mécanisme analogique dans la description et l'usage des langues. Une version un peu synthétique, peut-être, bien plus tardive évidemment, celle des observations de l'Académie française. Donc, l'analogie n'est autre chose en matière de langue qu'un usage général et établi que l'on veut appliquer en cas pareil à certains mots, ou à certaines phrases, ou à certaines constructions, qui n'ont point encore leur usage déclaré. Et par ce moyen, on juge quel doit être ou quel est l'usage particulier par la raison et par l'exemple de l'usage général, première forme d'analogie, enfin, au premier lieu d'application de l'analogie, disons. Ou bien l'analogie n'est autre chose qu'un usage établi qu'en cas pareil, on infère d'un usage général qui est déjà établi. Ou bien encore, c'est une ressemblance ou une conformité qui se trouve aux choses déjà établies, sur laquelle on se fonde comme sur un patron et sur un modèle pour en faire d'autres toutes semblables. Donc ici, on a bien le principe de l'analogie tel qu'il peut s'exprimer dans sa plus grande généralité, au fond, qui est ici présenté, et on voit directement que ce principe, qui était aussi un principe rhétorique et qui a donné lieu dans les rhétoriques plus contemporaines aux arguments par analogie, est également utilisé dans la façon d'introduire des nouveautés dans le langage, de réguler un certain nombre de formes et, au fond, finalement, de créer les formes dont on peut avoir besoin, ou en tout cas de savoir comment utiliser une forme par le modèle déjà établi, etc., etc. Donc on voit que c'est un mécanisme qui, associé, alors peut-être pas à l'évolution des langues à proprement parler, puisque celle-ci est encore en creux à cette époque. On la trouve émergée on la trouvera plutôt à la fin du siècle, avec les premières vraies comparaisons entre les langues. Mais on a déjà, si vous voulez, cette idée que l'analogie, c'est une manière d'utiliser aussi le langage et, le cas échéant, de modeler des nouvelles formes. Alors, l'analogie, à mesure que se sont développées les études comparatistes, et en particulier l'école des néogrammairiens, l'analogie a longtemps été conçue comme un mécanisme antiphonétique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est donc au XIXe siècle, l'école des néogrammairiens propose, dans un cadre extrêmement positiviste, des lois naturelles qui seraient les lois phonétiques. Les lois phonétiques qui disent que dans tout contexte, telle unité X va donner telle unité Y, ou va par exemple se diphtonguer, se palataliser, enfin tous les changements phonétiques qu'on peut connaître. Ces mécanismes-là sont présentés comme des lois naturelles à proprement parler. Donc il y a, si vous voulez, une contrainte très forte qui repose sur ces lois. Alors, à propos de la linguistique historique en général, je commence par une citation d'Olivier Soutet, elle n'a pas su renouveler les formulations épistémologiquement très fortes qu'ont été en leur temps les lois phonétiques. Donc, postulation épistémologique forte, ça revient bien à cette idée de loi, au sens de loi scientifique, de loi naturelle. C'était un article sur l'explication linguistique diachronique. Sans revenir ici sur leur pertinence, il y a lieu de noter qu'elles ont contribué à ériger en explication ultime l'explication phonétique, le mécanisme complémentaire de l'analogie n'étant le plus souvent invoqué que comme une sorte d'extension par copiage d'un mécanisme phonétique préalable. Donc l'idée qui est ici présentée, c'est que vous avez les lois phonétiques qui, au fond, agissent, font évoluer la langue selon des principes qui sont encore une fois ceux de la loi naturelle, de la loi scientifique, et que l'analogie, au fond, est
soit une espèce de calque du résultat des lois phonétiques, soit, à proprement parler, un mécanisme non naturel. Hein. C'est ce que résume Lepage ensuite. La création de formes analogiques régulières est considérée finalement comme une perturbation antinaturelle des lois naturelles du changement phonétique. Hein, donc on se retrouve dans une situation en quelque sorte paradoxale, hein, c'est-à-dire où au fond l'analogie vient contrarier un mécanisme parfaitement naturel qui est l'application des lois phonétiques. Hein. Alors évidemment, c'est des choses qui sont liées à l'épistémologie de départ, qui sont liées au cadre théorique et contextuel aussi de départ, mais on va voir progressivement hein, les choses se modifier un peu, et déjà avec Saussure, on a une forme de renversement qui va s'opérer, donc encore une fois au moment où est fondée la linguistique diachronique, enfin où est nommée en tant que telle, disons, la linguistique diachronique. Heureusement, dit-il, l'effet de ces transformations phonétiques est contrebalancé par l'analogie. C'est d'elle que relèvent toutes les modifications normales de l'aspect extérieur des mots qui ne sont pas de nature phonétique. Hein. Autrement dit, on voit déjà un certain infléchissement ici. On a des modifications normales et on a donc un changement phonétique qui va être plutôt perçu comme un facteur de trouble, hein, c'est-à-dire par exemple en masquant la déclinaison par la perte de la consonne finale, en masquant l'homogénéité d'un certain nombre de verbes par la transformation de certaines bases, on verra des exemples en français tout à l'heure, par la transformation de certaines bases au détriment d'autres, etc., etc. Donc les changements phonétiques vont avoir une dimension quelque peu perturbatrice, et l'analogie va devenir une espèce de facteur de régulation morphologique. Hein. L'idée, ça va être qu'on refait les formes pour harmoniser éventuellement les paradigmes hein, que le changement phonétique a pu, disons, rendre moins homogènes. Hein, donc voilà, on a à peu près cette situation-là quand on en arrive au moment saussurien. Alors, un exemple, hein, l'analogie chez Monchacht, c'est dans le cadre d'une querelle avec Kurilovitch hein, sur la nature des éléments analogiques et des procès analogiques. Je cite là juste des exemples pour montrer un petit peu comment dans les années 40-60 on abordait un peu cette question-là. Donc lui parlait de tendance générale des changements analogiques. Alors je donne deux tendances hein, qu'il propose, ça nous permettra d'entrer un peu dans les exemples. Abstraction faite des formes d'un paradigme, les mots plus longs sont plus souvent refaits d'après les mots plus courts que l'inverse. Autrement dit, c'est que quand vous avez une famille de mots, une famille morphologique, hein, par exemple ici abéké, hein, on a le premier, abéké, qui est sous une orthographe différente hein, et le cas échéant sous une prononciation différente, qui va être refait par analogie sur la forme plus courte, au fond, qui correspond, hein, pour aller vite, un peu à la racine. D'accord ? Donc on a bien ici une forme longue qui va être modifiée, et cette modification va renforcer, d'un certain point de vue, ce qu'on peut appeler l'aire de famille, hein, à partir de la forme plus courte, à partir de la forme base hein, ou racine du paradigme. Deuxième exemple d'hypothèse hein, qu'il propose, les formes de l'indicatif provoquent plus souvent la réflexion des formes des autres modes que vice-versa. Alors ça, par exemple, c'est ce qui est illustré, on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est ce qui est illustré par exemple dans l'histoire du français, où vous aviez des subjonctifs imparfaits en ancien français qui étaient de la forme venisse, hein, et qui vont être refaits en vince sur la forme des passés simples. Hein, donc ici on a bien le modèle de l'indicatif, le passé simple, qui sert pour pour transformer les formes du subjonctif imparfait, hein, qui avaient une forme différente. Alors, pour l'essentiel, chez Monchacht, c'est une analogie proportionnelle, et ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'on a ici hein, une remarque sur le rapport entre l'analogie et une certaine conscience que pourrait avoir l'individu parlant du changement linguistique qu'il introduit. On sait très bien que les innovations analogiques, dit-il, ne sont pas le fruit de la réflexion, mais celui d'une mémoire défectueuse, d'une inadvertance ou d'une connaissance imparfaite de la langue. Donc, pour lui, ce qui est particulier, si vous voulez, c'est que l'analogie, au fond, est associée à une erreur d'un certain point de vue. D'accord ? C'est pourtant quelque chose, on va le voir, qui produit de l'homogénéité hein, dans les paradigmes d'un certain point de vue, qui produit des aires de famille. Hein. Je retiens pour l'instant encore volontairement le terme d'iconicité, hein, mais je finirai par le prononcer. Mais on a donc effectivement un mécanisme qui, pour produire de l'homogénéité, n'en est pas moins perçu comme le résultat, si vous voulez, d'une erreur, d'une interprétation, d'une connaissance imparfaite de la langue.
Alors, on peut prendre quelques exemples d'analogies en général dans l'histoire du français. Je ne sais pas si vous avez tous fait de l'ancien français, en général pas forcément, donc on va y aller doucement. Le principe de disparition, par exemple, des adjectifs dits épicènes. Alors, les adjectifs épicènes en ancien français sont des adjectifs qui ne varient pas au féminin. On a la même forme qu'on soit au masculin ou au féminin. C'était les adjectifs aussi de la seconde classe latine, et c'est eux qui ont donné ces formes-là. On a le modèle grand, grands, les deux formes valant aussi bien pour le masculin que pour le féminin, qui vont être refaites par la suite. Alors c'est un processus qui va s'inscrire entre le XIVe et le XVIe siècle à peu près, qui vont être refaites avec l'opposition cette fois entre grand et grande, sur le modèle des adjectifs pour lesquels le féminin était marqué par l'ajout d'un E, c'est-à-dire au fond par la prononciation de la consonne finale. Bon. Donc on va avoir ce premier exemple de mécanisme analogique. On a deux ensembles d'adjectifs relativement distincts, avec un marquage du genre différent en ancien français, et ce marquage du genre va s'étendre de ceux qui le portent à ceux qui ne le portaient pas, et donc une analogie ici qui intervient à ce niveau-là. Autre exemple d'analogie, alors ça c'est aussi des analogies qui ont beaucoup joué en moyen français. Donc simplement pour mémoire, l'ancien français c'est en gros la période du XIe au XIIIe siècle, le moyen français c'est XIVe, XVe siècle, et c'est là que la langue change véritablement et que que la langue change véritablement au sens où elle s'approche de ce qu'elle deviendra en français moderne. Alors, principe de la simplification des paradigmes verbaux, par exemple la régularisation. En ancien français, donc c'est la partie de gauche, M, amont, on a un radical ou une base différente selon qu'on est à des personnes qu'on qualifiera de fortes, c'est-à-dire accentuées, ou à des personnes qu'on qualifiera de faibles, c'est-à-dire pour lesquelles l'accent va porter sur le on et pas sur la base elle-même. D'accord ? Donc on a une opposition entre je aime, tu aimes, il aime, nous amons, vous amez et ils aiment. On a cette opposition là. À partir du moyen français, les personnes 4 et 5 vont être refaites, remodelées, leur base en tout cas va être remodelée sur la base des personnes fortes, et on va créer aimons et aimer à la place de amont et amé. D'accord ? On a un souvenir encore, et donc ça va s'étendre aussi à l'infinitif, c'était amé aussi, l'infinitif en ancien français, et on a gardé un souvenir de cette base faible en français moderne, avec le terme amant par exemple, qui est l'ancien participe présent du verbe amer sous sa forme faible, et qui est demeuré à l'état de substantif. On va avoir d'autres phénomènes d'analogie qui vont jouer, mais de manière un peu plus radicale, par exemple. On avait ainsi un verbe qui était disjunare, et qui voulait dire, manger. Alors, c'était je déjeune, tu déjeunes, il déjeune, nous dînons, vous dînez, il déjeune. Donc on avait deux formes ici d'opposition dans le paradigme, une opposition entre les personnes 4 et 5 et le reste, une opposition entre des bases courtes et des bases longues à l'époque. Donc l'analogie ici va jouer en récupérant pour les personnes 4 et 5 les modèles des personnes 1, 2, 3, 6, on va créer nous déjeunons, vous déjeunez, mais elle va jouer aussi à l'inverse en récupérant nous dînons, vous dînez pour créer l'ensemble du verbe sur le même modèle. Donc ici, on va avoir deux interventions de l'analogie. D'une part, celle qui régule le paradigme en alignant les personnes 4 et 5 sur les autres. D'autre part, celle qui complète au fond ce qui restait d'un paradigme en créant les personnes 1, 2, 3, 6 et au fond toute la conjugaison du verbe dîner sur les deux personnes faibles. Donc ici, deux moments dans cette analogie. Alors, d'autres exemples, le principe de la base forte et de la base faible. Le passé simple, j'ai parlé un tout petit peu déjà du passé simple, j'ai dit que j'y reviendrai. Le passé simple de venir en ancien français est un passé simple qui fait alterner des bases aux personnes 1, 3 et 6, 20, 20 et vindre, avec des bases aux personnes 2, 4, 5, venis, venim, veniste. Donc on a un système à deux bases assez différentes de ce point de vue-là. Et, je le disais pour le subjonctif imparfait, il était fondé sur les bases des personnes 2, 4, 5 à l'époque, puisqu'on avait venis, etc., etc. Bon. Ici, donc, on va avoir ce type d'alternance. Dans le verbe avoir, on va retrouver le même type d'alternance. Je prends les deux exemples parce que ça ne va pas jouer de la même manière. On va avoir ce même type d'alternance avec des bases
en O pour les personnes 1, 3, 6, des bases en EU avec un hiatus à l'époque, hein, donc c'était des bases à 2 syllabes, au moins jusqu'au XIVe siècle, pour les autres personnes. La tendance générale va être de modeler les passés simples sur les bases fortes, et on a vu dans le cas du verbe venir que ça allait s'étendre aussi au subjonctif imparfait, et on va avoir une seule exception, enfin quelques exceptions, hein, c'est que pour le cas du verbe avoir, cette fois, c'est la forme de la base faible qui va demeurer. D'accord? Alors ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons, et en premier lieu parce que les réductions de base à une voyelle sont assez rares. En second lieu parce que vous aviez aussi le verbe ouïr à l'époque, hein, qui au présent concurrençait, ou en tout cas était homophone du verbe avoir, et puis parce qu'enfin, la forme U sous le hiatus avait une intonation particulière qui a favorisé sa conservation. Mais on voit bien ici que dans les deux cas, l'analogie joue en étendant une base, qu'on ait au départ la base forte ou la base faible, peu importe, même si c'est la base forte qui a souvent prévalu, en étendant donc cette base à l'ensemble des autres formes du paradigme. Alors, réflexion des personnes anomales. Les personnes anomales, on peut l'entendre de deux manières. C'est par exemple une première personne du singulier, du type je doigne, tu donnes, il donne, etc., etc. On avait des formes de cet ordre-là. Celle-ci va être refaite sur le reste. Mais on avait aussi des personnes anomales, par exemple, non pas tant du point de vue du paradigme, mais du point de vue de l'ensemble de la conjugaison. D'accord? Du point de vue, au fond, de la manière dont la conjugaison se dessine dans son modèle global. Alors, c'est par exemple le cas des verbes faire et dire. À l'époque, en ancien français, ce sont des verbes qui constituent une exception d'un certain point de vue, puisqu'on a affaire à des verbes qui n'ont pas une alternance de base comme les autres présents, type je dois, nous devons, je viens, nous venons, etc., etc., mais qui ont une base unique et accentuée pour l'entier des 6 personnes de l'indicatif. Or, ce qui va se passer, c'est que le modèle lisons, par exemple, avec là aussi une alternance entre les P1, 2, 3, 6 et les P4, 5, va faire qu'on va créer les personnes 4, faisons, disons. D'accord? Donc ici, on va avoir une analogie qui va jouer non pas à l'intérieur du paradigme, mais du modèle général de l'indicatif présent sur des verbes qui en étaient quelque part marginalisés de ce point de vue-là. Alors, ce qui est curieux à noter, c'est que c'était le modèle somme et. Vous voyez que dim, dites, c'est exactement les mêmes désinences que celles qu'on trouve encore aujourd'hui au présent du verbe être, et que, donc ça c'est, ce verbe-là, lui, n'a pas été atteint. Alors on peut parler de fréquence, etc., etc., mais malgré tout, c'est un caractère un peu étonnant. Et puis surtout, on a refusé de pousser l'analogie à son terme en créant vous faisiez, vous disiez. Alors évidemment, c'est des choses qu'on entend, c'est ça qui est intéressant. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce que ce sont des erreurs au fond qui sont... Alors il ne faut pas les faire, je ne défendrai pas l'idée qu'il faut absolument les faire ou qu'il faut les tolérer, etc. Ça, je garderai mon opinion là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des erreurs qui, malgré tout, ont une certaine légitimité, ont une logique en tout cas, qui poursuit la logique de cette analogie initiale et la logique au fond d'harmonisation du paradigme de ces deux verbes, non pas à l'intérieur d'eux-mêmes, une fois encore, mais à l'intérieur de l'ensemble des formes du présent de l'indicatif. Donc on voit l'analogie jouer à plusieurs niveaux, vous voyez, que ce soit dans un sens majoritaire, par exemple avec les bases fortes, ou dans un sens plus rare avec les bases faibles, avec la réflexion de certaines personnes, soit en prenant pour modèle une personne du paradigme, soit en prenant pour modèle la constitution même, l'organisation même du paradigme, du présent de l'indicatif, mais avec aussi parfois quelques petites, disons sans aller nécessairement jusqu'au bout de cette analogie pour le cas de ces personnes-là. Alors, Christiane Marchellonisia, qui est l'une des linguistes qui a le plus récemment réintroduit la diachronie à partir des théories américaines en France, a proposé une définition de l'analogie avec 3 traits définitoires pour décrire le mécanisme général. Une condition exigeait au départ l'existence préalable d'une parenté soit sémantique, soit fonctionnelle. On pourrait ajouter morphologique aussi, ce serait même peut-être nécessaire de l'ajouter.
la directionnalité du phénomène qui conduit d'une forme modèle à une forme qui va se remodeler sur celle-là. Hein. Alors ça s'inscrit dans un débat, c'est peut-être pas le trait définitoire le plus utile, mais ça s'inscrit dans un débat qui était celui de la directionnalité de la grammaticalisation. Hein. Je reviendrai sur la grammaticalisation, mais c'est peut-être pour ça qu'elle ajoute ce trait-là. Enfin, il résulte toujours de ce processus une simplification qui est en même temps une régulation à partir d'une forme modèle. Hein, donc l'idée, c'est que la simplicité est introduite à partir de l'analogie. Alors même si on peut avoir l'impression qu'elle ne l'est pas quand on voit la création de disons ou faisons, en réalité, elle l'est si on se place à un niveau plus général, hein, encore une fois, au niveau du paradigme. Hein, donc ce sont les trois types les trois traits définitoires, hein, de l'analogie en tant qu'elle est un changement linguistique, hein, une ressemblance, une direction et une simplification à l'arrivée. Alors, ce processus, c'est pour ça que je disais qu'il fallait peut-être rajouter la morphologie, a longtemps été limité à la morphologie, et on disait que, pendant longtemps, l'analogie n'intervenait que sur le plan de la morphologie. Hein, c'était déjà ce qu'on trouvait en substance chez Saussure, on le retrouve dans un handbook assez récent, hein, l'analogie comme processus de régulation agissant au niveau de la morphologie. Hein. Donc, c'est à celle-ci qu'elle est essentiellement limitée au départ. Reste que le mécanisme a été, ou en tout cas les lieux d'intervention du mécanisme ont été un peu creusés, et on trouve une synthèse chez Marc-Elonisia. Hein. Par exemple, l'analogie proportionnelle, elle distingue 5 ou 6 formes d'analogie. L'analogie proportionnelle, par exemple, la création du déterminant démonstratif, hein, le ce, qui n'existait pas en ancien français, hein, il intervient seulement en moyen français, on le trouvait mais de façon extrêmement marginale. Sur le modèle de l'opposition, hein, donc analogie de proportion, le ce est à c, ce que le est à l'est, hein, donc on va avoir ici la création de ce déterminant démonstratif qui n'existait pas encore. Et il n'était pas nécessaire, hein, parce que c'était un fonctionnement très très différent des démonstratifs à l'époque. On va trouver évidemment des exemples en morphologie, hein, fermer, refermer, analyser, réanalyser, etc. Hein, l'adjonction du préfixe itératif re à une base verbale. Et en syntaxe, on va aussi trouver des mécanismes qu'elle associe à l'analogie. Par exemple, la construction de je m'en rappelle, hein, donc une construction transitive indirecte. Là où la construction initiale, c'est de dire « je me le rappelle ». Hein. Alors, l'un des facteurs qui a sans doute influencé cette analogie, c'est sans doute la présence de don, hein, parce que quelque chose dont je me rappelle ne choque jamais personne, même les gens qui disent « je dois dire « je me le rappelle ». Hein. Donc, la présence d'un pronom relatif qui marque une fonction indirecte ne les gêne pas à ce moment-là, alors que les gêne en revanche le fait de dire la chose que je me rappelle. Hein, ça, c'est ça qui a probablement joué, hein, dans cette analogie-là. Hein, c'est aussi le fait que, voilà, il y a longtemps eu, et probablement encore aujourd'hui d'ailleurs, un problème avec le son « que » en français. Hein. C'est un son très particulier, c'est un mot très particulier, et on voit bien, hein, que c'est assez connoté, etc., avec les combien que, les comment que, etc., du français moderne. Hein, donc, vraisemblablement, ces éléments-là ont joué dans le cadre de cette analogie proportionnelle. Alors, d'autres phénomènes qu'elle associe à l'analogie sont par exemple la contamination, c'est-à-dire au fond la création d'un mot à partir de deux autres, hein, ici brunch à partir de breakfast et de lunch, qui va permettre de créer un mot nouveau. Donc on n'est plus tout à fait dans une analogie proportionnelle ici, hein, on est plutôt au fond dans une espèce de composition d'un certain point de vue. L'effet de couple sémantique également, hein, le fait d'avoir ajouté un A au terme femelle pour le rendre au fond plus iconique par rapport au terme male, et puis pour créer cet effet de couple sémantique, hein, c'est-à-dire pour associer morphologiquement deux termes qui conceptuellement sont aussi associables. L'étymologie populaire, alors là aussi ça va être associé à l'analogie. Alors on verra qu'on peut quand même distinguer différents types, hein, dans ces étymologies populaires. Par exemple, il vaut mieux y aller, qui a donné il faut mieux y aller, hein, sur le modèle de faut avec l'expression de la nécessité, avec avoir affaire à quelqu'un qui a donné aussi avoir affaire à quelqu'un, et non plus avoir affaire au sens juridique du terme, hein, c'était avoir affaire au sens de avoir une affaire en cours avec quelqu'un, etc., etc., hein, dans la formulation initiale. De la même manière, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de danger dans la maison, et par extension dans le lieu ou dans la situation. Ça, c'est le sens commun qu'on lui donne aujourd'hui, mais à l'origine, péril a un sens beaucoup moins fort qui signifie inconvénient. Demeure, c'est le verbe demeurer, hein, donc c'est dans le fait de demeurer là. Autrement dit,
aujourd'hui, ça veut dire, vous pouvez le dire à un collègue qui est réputé pour ses retards, que vous n'avez pas eu d'inconvénient à l'attendre un petit peu, etc., etc. Donc voilà, on va trouver des mécanismes analogiques, qui vont jouer à ces différents niveaux, donc dans la typologie qu'on propose Christian Markello-Nisia. Alors, ça c'est au fond la typologie à laquelle on est au milieu des années 2000, d'accord ? Et on voit l'analogie déjà un peu étendre son domaine. On est passé de l'analogie proportionnelle simplement telle qu'on l'a trouvée par exemple chez Manchak à des analogies un peu plus variées, un peu plus présentes, puisqu'on les trouvait dans les contaminations, dans les effets de couple et dans l'étymologie populaire également. On va arriver ici à une analogie qui est un mécanisme analogique qui a été identifié, en tout cas chez les diachroniciens beaucoup plus récemment, c'est la présence de l'analogie dans le cadre du changement qu'on appelle la réanalyse. Alors, la réanalyse, au départ, c'est un changement de ce qu'on appelle dans les termes chomskiens de parenthétisage. Vous savez qu'on peut fabriquer des arbres au départ et qu'on peut formaliser cette chose-là sans arbre avec des parenthèses, des crochets, etc. C'est le principe au fond de Sn égale déterminant plus nom plus entre parenthèses expansion pour souligner qu'elle est facultative. Bon voilà. Donc on peut découper les syntagmes de cette manière-là, les phrases de cette manière-là, etc., etc. C'est Langacker qui identifie ça en 77 et qui dit un changement dans la structure d'une expression ou d'une classe d'expression, qui n'entraîne pas de modification immédiate ou intrinsèque de sa manifestation de surface. Ce qui veut dire par là, c'est que vous mettez les deux choses côte à côte, la structure de départ, la structure réanalysée, vous avez exactement la même manifestation de surface, mais simplement ça n'est pas du tout compris de la même manière, ou pas nécessairement compris de la même manière. Alors, pour clarifier, on peut prendre un exemple. Une espèce de changement, vous savez que le terme espèce aujourd'hui a toujours son sens en quelque sorte conceptuel, mais a aussi un emploi qui fait que le une espèce va s'accorder avec le nom qui suit. On ne va plus accorder le déterminant une avec le mot espèce, mais avec le terme qui suit la préposition. Donc on dira une espèce de chaise, un espèce de bureau, etc., etc. Alors ici, la structure de départ, c'est bien celle-ci, une espèce de changement. Vous voyez que j'ai un groupe nominal expansé, c'est-à-dire un nom noyau, espèce, avec son déterminant indéfini, et son complément déterminatif de changement. D'accord ? J'ai une structure de cet ordre-là. La réanalyse va modifier justement ce système de parenthétisage en regroupant, alors d'abord en enlevant l'expansion et en regroupant ici une espèce de, comme un déterminant indéfini de ce point de vue-là. D'accord ? Et donc, on a la structure de surface qui reste strictement la même. Si on enlève les crochets, on voit deux fois la même chose. En revanche, en analyse, si vous voulez, parenthétisée, on va voir d'un côté un groupe nominal expansé, de l'autre un groupe nominal minimal, avec son déterminant à l'initiale et le nom tête. Donc on a un transfert, si vous voulez, de la tête nominale qui était espèce à l'origine et qui devient changement, et on aboutit donc à un espèce de changement, le déterminant dans son ensemble s'accordant avec le nom noyau, le nom tête du groupe nominal. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le principe de la réanalyse. Alors la réanalyse, à partir des années 2000, notamment en Allemagne, a fait l'objet de beaucoup de travaux parce que y a eu beaucoup de débats sur est-ce que toute grammaticalisation est une réanalyse, etc., etc. C'est des débats qui ont été tranchés d'une certaine manière par les uns, d'une autre manière par les autres, et qui n'est pas très cette manière-là n'est pas très importante pour notre propos, mais ça a suscité beaucoup de travaux. Alors, on va trouver, notamment chez Detk et Walter Reit, une innovation par rapport à ce qui s'écrivait sur l'analogie auparavant. C'est l'idée selon laquelle la réanalyse est un mécanisme réceptif. On associait à cette époque-là tout le temps le changement linguistique à une production, si vous voulez. C'était par l'usage et la production du locuteur que la langue était conduite à changer. Avec cette idée du caractère réceptif de la réanalyse, ça n'est plus le locuteur qui change sa langue, c'est l'interlocuteur, au moment de la réception d'un message, qui va introduire le changement linguistique et qui va introduire, de ce point de vue-là, une réanalyse.
Alors, c'est ce qu'ils disent. Réanalyse et grammaticalisation sont des conséquences des besoins basiques de la communication, qui peuvent être identifiés comme des stratégies de l'individu écoutant, on va dire, ou du récepteur, si vous voulez, de l'auditeur, dans le cas de la réanalyse, et de l'individu parlant, dans le cas de la grammaticalisation. Donc, on va avoir ici un mouvement, si vous voulez, un changement de perspective de ce point de vue-là. Alors, la manière dont ils expliquent cette réanalyse, ça va être à partir de deux principes, on va les voir juste après, principe de référence, principe de transparence. C'est l'idée qu'on est toujours dans une situation de communication. Donc ici, c'est la réanalyse du français « le chien », en créole séchellois, « li chien », où on n'a pas de déterminant à ce moment-là, et où du coup, l'ensemble va être appréhendé, compris et transmis comme un terme unique, non plus comme un déterminant plus nom, mais comme un nom simplement. Alors, on a au départ le locuteur à gauche, on va dire, avec une analyse morphologique qui est celle de sa propre langue. Alors, même s'il ne la fait pas en parlant, on ne pense pas à la morphologie de notre langue quand on parle, mais il y a quand même cette analyse morphologique. Vous avez la sphère de la communication qui est représentée par le cercle, et dans cette sphère de la communication, vous avez trois choses. Vous avez une réalisation phonétique qui se dédouble, l'une celle de l'émetteur, l'autre celle du récepteur. Et puis, troisième chose, le référent éventuellement. En tout cas, c'est la situation qu'il présuppose. Et donc, vous avez derrière une analyse de la même réalisation phonétique, ou quasiment, qui va être différente. Alors, ça obéit à deux principes qu'on va voir juste maintenant. Une stratégie de l'auditeur, donc, le principe de la référence et le principe de la transparence. Principe de la référence, pour comprendre l'énoncé que tu entends, suppose que le signifié de la chaîne parlée correspond au type de référent auquel elle semble renvoyer. Donc ici, c'est simplement d'entendre un terme que je ne connais pas, le chien, et de supposer que ça renvoie à ce que mon interlocuteur a l'air de me désigner en disant le chien. Ça va être cette première stratégie-là, si vous voulez, et donc, sans connaître le mot, je vais associer le chien à l'objet, au référent qui est dans la situation d'énonciation. Le principe de transparence, pour comprendre l'énoncé que tu entends, compare la chaîne parlée avec d'autres chaînes parlées que tu connais déjà. Alors, ils ne sont pas allés, à ma connaissance, jusqu'au bout de cette idée de comparaison, mais on va voir que certains l'ont poussé par la suite, et cette idée de comparaison, c'est au fond revenir à dire que la réanalyse, à un moment donné de son déroulement, dans l'application du principe de transparence en particulier, qui permet de donner une structure morphologique à la chaîne phonétique, repose à ce moment-là sur un principe analogique. Alors c'est De Smet en 2009 qui a posé ça de manière très très claire, c'est-à-dire que la réanalyse est essentiellement au fond un phénomène analogique, parce que ce principe de catégorisation, si vous voulez, requiert une forme de similarité entre le modèle du changement et la séquence qui va changer. Autrement dit, entre ici le modèle, le chien, et la séquence qui en résulte, li chien. Donc on va avoir à ce moment-là un mécanisme analogique qui va jouer, et qui va jouer aussi. Alors si vous prenez par exemple une réanalyse aussi bien connue, c'est la licorne en français. La licorne, on a ici un déterminant plus un substantif, mais à l'origine c'est un nom masculin italien, l'apostrophe alicorno. D'accord ? Simplement, on a réanalysé en la plus licorne parce que on a en français, d'une part, tendance à avoir des déterminants pleins quand on peut, c'est-à-dire non élidés, et puis d'autre part aussi, la tendance à ne pas avoir de distinction du genre par une opposition vocalique à proprement parler. En français, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une opposition consonantique qui distingue le genre, au moins à l'oral. Donc ici, on a l'affirmation selon laquelle la réanalyse, au fond, suppose à un moment donné, à minima, un mécanisme analogique. De la même manière, on retrouve cette lecture chez Bernard Combette un peu plus tard. Or, c'est justement la réanalyse qui a pour fonction de créer la deuxième interprétation. Une façon de sortir de ce cercle est de faire appel à l'analogie en la considérant comme un facteur indispensable à la réinterprétation. La présence dans le système de la langue de modèles fournis par des structures déjà existantes serait ainsi la motivation de la double lecture qui ne se crée pas ex nihilo, mais ne fait qu'exploiter des potentialités présentes dans les constructions. Alors je ne m'arrêterai pas pour l'instant sur potentialité, mais ce qu'on voit ici, c'est bien l'idée qu'on compare une chaîne qu'on doit au fond analyser,
et qu'on va réanalyser avec ce qu'on connaît déjà, hein, c'est-à-dire au fond avec, par exemple, des oppositions déterminant plus non, etc., etc. Alors, si on revient 2 minutes au changement que j'évoquais, c'est le changement, donc une espèce de changement. Alors la petite recherche que j'ai faite est extrêmement rapide, hein, elle mériterait d'être largement complétée et approfondie, mais en regardant du côté de l'indéfini et du côté du démonstratif, sur Frantext, hein, on trouve dans les écrits les premières formes de ce changement-là, attestées, hein, dès le XVIIIe siècle, y compris chez Diderot, hein, où cette espèce d'érésipèle, etc., etc. Alors, ce qu'on peut supposer comme facteurs qui sont intervenus dans une réanalyse comme celle-ci, c'est d'abord l'initiale vocalique du terme espèce, parce que, par exemple, avec le démonstratif, hein, ça crée une homophonie entre, d'une part, le masculin, cette espèce, et d'autre part, le féminin. D'accord ? Donc, on a un premier facteur favorable à ce moment-là. Deuxième facteur, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est lié à l'homophonie. Troisième facteur, possibilité pour le groupe espèce 2 de s'employer tout seul. Hein. Alors ça aussi, c'est un mécanisme qui peut jouer, c'est ce qui expliquerait pourquoi des expressions comme un tas d'eux, une sorte d'eux, etc., etc., elles ne soient pas aussi favorables, hein, à une réanalyse. On ne dit pas sorte d'eux, etc. Tas d'eux, ça pourrait se discuter. On va avoir encore une structure analogique des déterminants indéfinis complexes qui existent. Et c'est là qu'intervient l'analogie. Hein, vous regardez, la plupart d'eux, beaucoup d'eux, une sorte d'eux, etc., etc. Or, ce qui se passe quand on regarde un petit peu de plus près, c'est qu'on a affaire à un pendant d'approximation qualitative ici, là où dans cette catégorie, hein, les déterminants indéfinis quantitatifs sont quand même plus importants. Hein. Donc, on peut avoir, voilà, une explication de la réanalyse par l'analogie. Alors, l'analogie, je vais faire un petit biais et revenir à la grammaticalisation. L'analogie, d'abord, a été présentée comme un mécanisme iconique. Alors, ici, simplement, hein, je rappelle 2 citations, l'une d'ailleurs de Philippe Monneret. L'histoire du langage humain est donc orientée vers un ajustement toujours meilleur du physique au psychique, hein, au fond, c'est-à-dire que une des tendances qu'on peut observer dans l'histoire des langues, même si ça se fait et ça se défait évidemment, mais l'une des tendances qu'on peut observer, c'est au fond une tendance à l'accroissement d'iconicité. Hein, c'est-à-dire que les changements vont intervenir de façon à homogénéiser, disons, les éléments des paradigmes, hein, avec le principe d'iconicité, qui est l'idée qu'on ait une forme et un sens, d'accord, d'associer les deux. Hein, vous regardez par exemple en français pour les démonstratifs, hein, les démonstratifs, ça se voit un peu moins maintenant, mais à l'époque de l'ancien français, vous aviez les mêmes formes qui pouvaient être employées comme déterminants et comme pronoms, ça posait aucun problème, hein, d'où des locutions à celle fin que, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez toutes les formes C qui marquent le paradigme des démonstratifs, mais les formes avec un L, même quand il est caché dans un U, ça marque les formes de pronoms, les formes avec un T, même quand il est caché dans le S, ça marque les formes de déterminants. Hein, donc on a bien ici cette tendance à l'iconicité qui joue. Alors évidemment, ce phénomène, l'analogie, a ceci de spécifique qu'il repose sur l'existence préalable d'une relation de similarité. Hein. Donc l'analogie satisfait au principe un sens, une forme, et ce qui expliquerait d'une certaine manière son pouvoir dans l'histoire des langues, hein, ou en tout cas son impact, c'est précisément son caractère extrêmement iconique. Donc, le processus d'analogie représente bien une application claire du principe d'iconicité. La relation un sens, une forme s'y vérifie bien plus souvent qu'ailleurs, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, on a vu déjà avec la réanalyse qu'on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'analogie qui va jouer, mais que la tension entre analogie et iconicité, on va la retrouver aussi dans un autre changement linguistique, tel que l'a étudié en tout cas Olga Fischer, c'est la grammaticalisation. Alors la grammaticalisation, en gros, c'est le processus qui conduit à fabriquer des mots grammaticaux à partir des mots lexicaux. Hein. Alors par exemple, l'auxiliaire de négation « pas », au départ, c'est le pas qu'on fait. D'accord ? De même, quand on dit « je n'y vois goutte », etc., etc., hein, à chaque fois, on avait des termes qui exprimaient une quantité minimale de quelque chose et qui se sont grammaticalisés, c'est-à-dire qui sont devenus des adverbes auxiliaires de négation, hein, au point qu'aujourd'hui, quand on dit « je viens pas », on n'imagine jamais le pas comme acte de marcher.
D'accord? Donc voilà, ça c'est le principe de la grammaticalisation, si vous voulez, d'une grammaticalisation réussie, hein, évidemment, c'est-à-dire qui se solde par deux homonymes dans la langue ou par éventuellement la perte de l'un des deux termes. Alors, on va avoir ce mécanisme-là qui, selon Olga Fischer, va jouer bien plus qu'on ne le disait alors du principe d'iconicité. Il va en jouer de deux manières. La grammaticalisation d'une unité, donc have to plus infinitif, elle montre qu'en moyen anglais, quand le have to se grammaticalise, comme une forme d'auxiliaire modal, si vous voulez, plus infinitif, le modèle iconique joue par l'usage même des autres constructions à auxiliaires, des autres constructions à semi-auxiliaires qui existent en anglais. On aurait la même analyse possible pour le français. Le français, vous voyez bien qu'on emploie moins le futur du type je chanterai, je viendrai, etc., etc., et qu'on emploie de manière assez marquée je vais venir, je vais chanter, etc., etc. Et au fond, on a ce modèle de périphrase qui existe où, avec un système auxiliaire-auxilier, déjà ne serait-ce que dans les temps de l'indicatif, d'accord? Et après, on peut avoir des charges un peu différentes avec il vient de rentrer, il doit être 5 heures, etc., etc. Donc ici, on a un caractère plus iconique, si vous voulez, une certaine iconicité de la construction qui influence la grammaticalisation de l'unité. Donc ça, c'est la première manière pour elle de montrer les relations iconicité-grammaticalisation. La deuxième manière, c'est l'antéposition de l'adjectif anglais. Alors là, je vous renvoie à un article de 2003, mais c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est que la position des adjectifs en ancien anglais était liée à leur valeur prédicative, à leur accent et à une certaine iconicité dans cette disposition-là, et que cette iconicité a été escamotée, si vous voulez, par la perte de l'accent et de l'opposition entre les deux types d'adjectifs, et que c'est au fond la place la moins marquée sur le plan de la distinction qui a prévalu, à savoir l'antéposition. D'accord? Et parallèlement à cela, l'ordre des mots, là aussi, à partir du moyen anglais, a commencé à se figer un peu, et l'iconicité s'est transformée, et c'est l'antéposition qui est devenue plus iconique, là où, à l'époque, cette iconicité répondait à des contraintes différentes. Donc ici, ce qui se grammaticalise, c'est pas une unité en tant que telle, mais c'est la place associée à cette unité, et le cas échéant, le sens que l'unité se voit attribué par cette place. Et vous voyez que c'est effectivement assez différent, par exemple, de ce qu'on pourrait trouver en français, où on a les deux places qui sont possibles, mais ce qui ressemble en revanche, c'est que chaque place a sa valeur. Un adjectif va être considéré comme plus essentiel quand il est antéposé, etc., etc. Donc on va avoir des phénomènes de cet ordre-là. Alors, l'analogie est peut-être vue comme la réponse comme responsable, des facteurs suivants dans la grammaticalisation, et donc elle veut par ce biais-là, parce qu'il y a une association ici de l'iconicité de l'analogie d'un certain point de vue, veut montrer par ce biais-là l'influence de l'iconicité. Donc dans les éléments qui définissent la grammaticalisation, on ne va pas les repasser en revue, mais elle montre que, par exemple, ne serait-ce que l'érosion ou la réduction phonétique, et ça c'est des travaux qui sont aussi dans la lignée de linguistes comme Bybee, etc., que l'érosion ou la réduction phonétique, au fond, est peut-être une conséquence d'un mécanisme analogique qui va permettre, là encore, de renforcer l'iconicité à partir de ce moment-là. Donc on va avoir ce biais-là dans la grammaticalisation. Alors, si on fait un premier bilan de tout ça, on va laisser vite. Si on fait un premier bilan de tout ça, c'est qu'on voit bien, comme je vous l'annonçais au départ, l'analogie, le mécanisme analogique devenir de plus en plus central dans l'étude du changement linguistique, au point que tous les changements linguistiques, quasiment, deviennent au fond, d'une manière ou d'une autre, sans forcément que soit précisée la nature même de l'analogie, mais deviennent d'une manière ou d'une autre des processus qui impliquent à un moment ou à un autre un mécanisme analogique. D'accord? Donc on voit que de simples facteurs, de simples mécanismes antinaturels qui s'opposaient aux lois phonétiques, on en est arrivé au mécanisme fondamental qui, d'une certaine manière, régit quasi l'ensemble des changements linguistiques. Alors, quand j'ai dit qu'elle avait été délaissée par certains courants, je n'en ai pas parlé, c'était juste par le générativisme, mais voilà, on voit cette analogie revenir au premier plan. Alors,
C'est ce qui incite à creuser la piste aussi, hein, de ce point de vue-là, à revenir à des hypothèses formulées par ailleurs, hein, de l'analogie comme processus majeur qui va concilier usage et évolution. Si on regarde un petit peu, on voit que ça a été dit il y a quelque temps, tout dans une langue est fondé sur l'analogie, par exemple chez Humboldt, ou tout dans le langage évolue par analogie, hein, chez Whitney, et l'analogie hein, chez Hitkonen, hein, qui en est là aussi l'un des grands défenseurs, hein, qui distingue l'analogie statique, c'est-à-dire l'analogie qu'on peut observer, et l'analogie dynamique, c'est-à-dire la manière de construire, la capacité cognitive à construire des analogies. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire une petite pause ici pour poser 2-3 questions si vous en avez, ou je reste sur le bilan. D'abord, tu as donné dans les cas de changement linguistique qu'on peut rattacher à l'analogie, il y a l'analogie à proprement parler, qui a toujours été considérée comme un mécanisme de changement linguistique, ensuite la réanalyse qui peut être revue comme une certaine sorte d'analogie, et même la grammaticalisation qui peut être vue aussi comme un cas d'analogie. Alors, qu'est-ce qui reste comme changement linguistique qui clairement n'ont rien à voir avec l'analogie? Il y en a qui doivent l'avoir, sans doute, non? Ou alors... Ben, ça dépend, il peut rester les changements phonétiques si on ne les voit pas juste comme des applications de l'isomorphisme. Oui, mais alors là, du coup, ça touche que le phonétisme, pas la morphologie, pas la syntaxe, pas la sémantique. Il va rester l'emprunt, sinon, par exemple. L'emprunt, a priori, ne relève pas de l'analogie, et d'autant que dans les études les plus récentes, chez, son nom va me revenir, Esme Winter-Fromel, elle montre bien que l'emprunt en fait a toujours été extrêmement mal étudié parce que on va regarder par exemple le mot people. Bon, c'est une des études qu'elle propose. Et si on regarde dans un dictionnaire, pour peu qu'il l'ait déjà enregistré, ce qui n'est pas forcément rapide, on va trouver l'orthographe telle qu'on la trouve en anglais. Bon, si on regarde par exemple sur Internet, on va trouver 4 ou 5 orthographes différentes, avec à chaque fois des intentions différentes, des charges éventuellement différentes. Il va y avoir des emplois plus ironiques, des emplois plus neutres, etc., etc. Hein, donc là, voilà, on serait dans un cas où l'emprunt sous ses diverses formes ne relève pas nécessairement de l'analogie. Après, c'est le changement sémantique peut-être aussi. Dans certains changements sémantiques, il n'est pas dit qu'on soit obligé de recourir à l'analogie. Je prends l'exemple de puisque. Puisque au départ c'est depuis que. Alors si on va potentiellement trouver une analogie, passage du temps à la cause, cause qui précède son effet, on peut retrouver une analogie à un certain niveau. Est-ce qu'il existerait des changements sémantiques? Le futur, la modalisation du futur, il sera dans mon bureau. Est-ce qu'on peut retrouver la même analogie? Je ne sais pas. Non, mais c'est comme ça, parce qu'en général, ce qui s'oppose à l'analogie, ce sont des processus fondés plutôt que sur la similarité, des processus fondés sur la contiguïté. Donc en fait, ça voudrait dire que la contiguïté, comme spatiale, temporelle, n'a pas tellement de rôle en diachronie. Bah, si, elle va en avoir dans le changement sémantique. Alors ça, c'est tous les travaux de Peter Core, par exemple, sur la métonymie. Où il va travailler sur la contiguïté. D'une certaine manière, chez Fischer, on va trouver aussi un phénomène de contiguïté. Par exemple, la contiguïté de have to qui va renvoyer ensuite par iconicité. C'est-à-dire que l'analogie, elle va intervenir à certains moments, dans certains changements, mais pas forcément se suffire hein, de ce point de vue-là. C'est peut-être là qu'on va avoir quelque chose qui va demeurer. Mais dans les métonymies, si on va avoir dans les changements sémantiques par métonymie des cas sans doute qui sont hors analogie, qui sont vraiment sur cette relation de contiguïté. Pareil pour les changements type passage du spécifique au générique, etc., etc. Du type homme qui se met à désigner l'entier de la catégorie ou des choses comme ça. Ça, comme c'est de la généralisation, on peut encore le rattacher à l'analogie. Alors, une dernière petite remarque à propos de nous disons. Vous disiez Est-ce qu'on a des traces, par exemple, de remarqueurs, d'une façon ou d'une autre, du passage de femme à faisons, ou de dîme à disons,
qui diraient c'est terrible, il y a des gens qui parlent très mal, ils disent disons au lieu de dire dis. Non, parce que ça s'est fait plus tôt. Oui, mais plutôt que les remarqueurs, d'accord. Oui, plutôt en moyen français. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas. On n'a pas de traces de ça. Non, on trouve des traces de condamnation de vous disiez. Oui, non, d'accord, mais ça. Mais pas de. Non, l'Académie française n'existe pas encore quand le changement a eu lieu, donc on n'a personne qui pleure. Non, mais c'est une question naïve un peu. Et Facebook non plus, donc on n'a pas eu je suis Dim ou je suis Fame. On n'a pas eu de choses comme on a eu je suis Nénuphar ou Oignon. On n'a pas eu ça, non. À ma connaissance, en tout cas, non. Il n'y a pas d'éléments de littérature métalinguistique, poésie linguistique, dans lesquels on va avoir des, je sais pas moi, des artistes qui écrivent, enfin, Sur ces formes-là, à ma connaissance, non. Après, on en a, ne serait-ce que par exemple les commentaires de Malherbe sur des portes, etc., qui sont des commentaires marginaux de Malherbe et qui va condamner un certain nombre de formes, un certain nombre d'usages, un certain nombre. En gros, ça va porter soit sur les formes, soit sur les usages, soit sur le style. Et c'est un peu avant les remarqueurs. Hein, on est au tout début vraiment du XVIIe. Donc là, on va avoir des mécanismes comme ça. Et puis ensuite, dans les remarques, effectivement, on va trouver ce qu'on considérerait aujourd'hui comme des fautes, en référence à l'usage ancien, éventuellement, mais pas forcément à des usages aussi anciens. Pas sur ce cas-là, en tout cas, à ma connaissance. Ben, ça, c'est attesté en moyen français, déjà, disons. Faisons. Ben, alors, 14e, 15e. Mais alors, pourquoi les autres ont résisté malgré tout? Ça, dites et faites. C'est ça qui est étonnant en fait. C'est pas qu'au fond il y a eu à un moment donné des gens pour dire on ne devrait pas changer, etc. Mais c'est le fait que seuls les P4 ont changé et pas les personnes 5. Alors on peut supposer que, je sais pas, elles étaient peut-être plus employées parce qu'il y avait les formules de politesse, peut-être que je sais pas ce qu'on peut supposer avec beaucoup de précautions dans ces matières-là, mais ça reste quand même extrêmement étonnant que à une époque où on n'a pas de traces à proprement parler de commentaires de cet ordre-là, les unes aient changé, les autres non. Et donc, à ta connaissance, on n'a pas d'explication pour ça chez les diacroniciens. Non. Mais ça, c'est aussi parce que longtemps, c'est parce que longtemps, on s'est méfié aussi des explications par facteurs externes. Ouais. On a vu quelques dégâts sur notamment les explications des changements phonétiques par le biais des famines ou des choses comme ça. Bon, chez Straka ou des gens comme ça, c'était pas toujours évident. Il y a chez Milner, par exemple, ou dans l'article de Souté que je citais tout à l'heure, une compilation un peu du best-of des explications compliquées, on va dire tendancieuses, hein, des changements phonétiques. C'est assez drôle, mais ça rend méfiant sur ce type de facteurs. Merci. Il y a d'autres questions? Non, bah, on peut continuer. On essaie d'arrêter peut-être à la nuit pour avoir un peu de temps pour. Ouais. Dans une demi-heure. Ouais. On va faire. Alors, donc l'analogie entre usage et évolution des langues. Donc là, on va décaler un peu, si vous le voulez bien, la perspective, hein, avec ce rapport à l'usage. Alors, je rappelle brièvement, hein, en bonne méthode, que l'usage a un certain nombre de sens, évidemment, et c'est une notion assez glissante, hein, assez labile de ce point de vue-là. D'abord, c'est l'usage comme principe, hein, qu'on peut évoquer, et notamment, c'est ce qu'on va trouver chez les remarqueurs et l'Académie française. Hein, par exemple, lors de la réforme de l'orthographe, c'est-à-dire l'an dernier, l'Académie française a réaffirmé le principe de l'usage comme, je cite, le législateur suprême. D'accord ? Autrement dit, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, mais l'usage est ce à quoi on doit se conformer. Le problème est que c'est précisément contre certains autres usages. Hein. Donc ici, c'est évidemment l'usage des grands auteurs, l'usage des grands classiques, etc., etc. Hein. Donc voilà, ça c'est une première appréhension de la notion d'usage. L'usage également comme observatoire, hein, des pratiques spontanées de la langue. Donc ici, on va trouver cette notion d'usage, hein, c'est-à-dire simplement le fait de parler sa propre langue, évoqué au fond dès qu'on va parler de changement linguistique. J'ai rappelé ici la définition, enfin une des premières mentions de la grammaticalisation par Meillet. On aurait pu rappeler des études de Tracy qui expliquent qu'une langue universelle
est de toute façon impossible parce que, étant parlée, elle finirait par se différencier et donnerait lieu au fond à quasiment autant de langues qu'il y a d'individus qui la parlent ou de groupes qui la parlent. Donc ici, on est plutôt dans l'usage comme pratique spontanée. C'est plutôt cet usage-là qui va nous intéresser. Alors, l'usage et le rôle de l'analogie, c'est un phénomène, là j'ai fait un peu une compilation d'un certain nombre de citations, mais c'est un peu un phénomène qui a été quand même bien remarqué, l'idée que l'analogie joue un rôle d'abord dans le changement linguistique et dans, du coup, peut-être plus généralement, l'usage de la langue. Si on postule en effet que la langue change par l'usage et que l'analogie joue un rôle dans le changement, alors nécessairement, elle joue aussi un rôle dans l'usage même de la langue. Alors, on va jusqu'à citer un Ykkönen ou Hofstetter et Sander. En un mot, nous voulons montrer que l'analogie et l'essence et le feu de la pensée, dans leur ouvrage sur l'analogie. Donc ici, le principe, c'est de considérer que le lien qui peut exister entre l'usage et l'évolution des langues, c'est possiblement, en tout cas l'un des liens, et l'analogie. Donc voilà, c'est à peu près de ce postulat-là que je pourrais partir. Alors, ça va se corréler avec ce qu'on appelle aujourd'hui les linguistiques fondées sur l'usage ou les approches fondées sur l'usage, qui est un courant qui là aussi se développe autour des grammaires de construction, par exemple, etc., etc. À strictement parler donc, la linguistique fondée sur l'usage ne marque pas un retour de l'usage, puisque celui-ci a toujours été présent à des degrés divers en linguistique, mais elle promeut la notion au plus haut niveau épistémologique, avec la conséquence principale que l'usage ne peut s'entendre comme actualisation d'un système, mais comme cause fondamentale d'émergence des formes linguistiques. C'est ça qui renverse un peu la perspective par rapport à l'idée d'une capacité innée, abstraite, d'un système qu'on aurait en tête à la naissance. On a au contraire, progressivement, l'idée que c'est l'usage qui crée le système, qui crée la langue d'un certain point de vue. Et on verra que quand on étudie la variation linguistique, que ce soit la variation historique, mais aussi la variation sociale, la variation géographique, etc., ce rapport à l'usage qui crée le système et qui crée un système individuel d'une certaine manière, a des conséquences évidemment extrêmement importantes. Une telle conception conduit à considérer un ensemble de processus par lesquels la grammaire des locuteurs se constitue dynamiquement par l'exposition aux données langagières, la catégorisation de formes exemplaires, les processus analogiques, l'abstraction-schématisation de formes linguistiques, l'accommodation aux données non conventionnelles, etc., etc. Alors, on voit donc que ces approches fondées sur l'usage, nécessairement utilisent l'analogie, postulent l'analogie comme une capacité fondamentale de ce point de vue-là. Donc, je reprends deux citations de Bybee et de Tomazello, là aussi, sur les prémices fondamentaux de la théorie basée sur l'usage, c'est-à-dire que, en fait, le langage impacte les représentations cognitives qu'on peut avoir, et en les impactant, crée aussi l'usage qu'on va avoir du langage, si vous voulez. On verra des exemples un peu plus clairs tout à l'heure, mais donc cognitive representations sont construites, les représentations cognitives sont construites à partir de la manière dont on encode les données linguistiques, dont on les catégorise sur la base de leur forme phonétique, leur sens ou le contexte dans lequel on les entend, etc. Et donc elles sont associées par similarité à des représentations existantes. Au fond, plutôt que l'idée dans laquelle on a été longtemps de dire que on crée constamment des phrases qu'on n'avait jamais entendues, etc., etc., parce qu'on avait un modèle sujet-verbe-complément en tête, l'idée c'est que à force d'entendre des phrases, on va créer ce modèle sujet-verbe-complément, même s'il n'est pas évidemment formalisé de cette manière-là, en tout cas sans cours de grammaire particulier, et on va créer progressivement ce système en associant ce qu'on entend à ce qu'on a déjà entendu. Et finalement, c'est un mécanisme analogique qui joue à ce moment-là. Donc Tomazello étend cette idée-là à la compétence linguistique qu'il appelle mature, c'est-à-dire non pas seulement chez les enfants qui apprennent à parler, mais au fond chez tout locuteur, quel que soit son âge et sa génération, exposé à des données linguistiques. Alors évidemment, ça aura des impacts différents sur la possibilité des changements linguistiques, puisque à mesure qu'on est entré dans une langue ou qu'on a acquis une langue, on a déjà plus de structures en tête pour classer, si vous voulez, ce qu'on entend. Mais on a quand même ici cette possibilité, là encore, d'associer des structures qu'on n'avait pas encore associées, le cas échéant d'introduire des modifications dans celle-ci. On verra avec le principe des constructions.
Alors, ces approches fondées sur l'usage ont travaillé aussi en étroite relation avec des questions d'apprentissage et d'acquisition des langues, avec des questions de psychologie cognitive. On peut, malgré tout, ça c'est une dédicace au laboratoire HTL, mais voir que les prémices de ces idées-là étaient évoquées notamment chez Paul. Il est indubitable qu'un grand nombre, qu'un grand nombre de formes morphologiques et de relations syntaxiques qui n'ont jamais auparavant été introduites du monde extérieur dans l'intellect est obtenu à l'aide des groupes de proportions, donc ici les analogies, sans que le locuteur ait jamais le sentiment de quitter le terrain sûr de l'acquis. C'est-à-dire qu'au fond, l'analogie, quelque part, j'allais dire naturalise, mais c'est pas le terme qui conviendrait du tout, mais ne donne pas l'impression d'avoir affaire à de la nouveauté. C'est ça qui est dit. Alors on pourrait, de ce point de vue-là, parler des mots préfixés, par exemple, quand vous entendez reprendre, dire, refaire, etc., etc. Mais vous pouvez pas dire si c'est la première fois que vous l'entendez ou pas, ce terme-là. Il y a des cas plus marqués dans lesquels on peut le dire, mais au fond, c'est un terme que vous allez comprendre immédiatement et considérer comme un terme du vocabulaire acquis, sans même vous demander si il est construit ou pas, s'il est nouveau ou pas, etc., etc. Un exemple sur lequel je reviendrai, mais vous vous en souvenez peut-être, le bravitude de Ségolène Royal, c'est aussi un terme donc qu'elle prononçait sur la muraille de Chine en 2007, celui qui vient là conquiert la bravitude. Ça lui a été reproché évidemment dans une campagne présidentielle, mais à ce moment-là, personne ne s'est posé la question du sens du mot. C'est ça qui est intéressant. On a dit que c'était faux, les observateurs notamment, etc. Il n'est pas sûr que beaucoup de gens s'en soient aperçus à ce moment-là, d'accord? Et en même temps, parce que ça fait aussi référence à un modèle qui existait déjà avec la négritude, la créolitude, etc., etc. D'accord? Donc ça va être un peu ce mécanisme-là que analyse Hermann Paul ici. Alors l'exemple des fautes systématiques, précisément, c'est Kossariou qui en avait parlé. De telles erreurs, dit-il, ce qu'il appelle les fautes systématiques, procèdent presque toujours d'une application des oppositions fonctionnelles du système contraire à l'application consacrée comme normale dans une communauté linguistique donnée. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on utilise une règle du système, alors lui c'est en ces termes-là à peu près qu'il l'appréhende, on utilise un mécanisme, si vous voulez, du système, mais simplement le résultat de ce mécanisme est quelque chose qui n'est pas dans la norme et qui est même condamné dans un certain nombre de cas par la norme. Alors on peut prendre 2-3 exemples, on peut revenir sur le vous disiez, mais simplement je courirai. Les enfants généralement, ou certains apprenants peut-être, font cette faute de dire je courirai à la place de je courrai. Bon, c'est simplement ici une application de la règle de formation du futur dans le groupe de verbes le plus fréquent, le premier groupe, le plus productif aussi, on ne crée que des verbes du premier groupe en français, et c'est la transposition de cette règle pour un verbe, pour conjuguer un verbe, qui lui suppose une certaine irrégularité d'un certain point de vue, puisque c'est un des seuls cas de redoublement consonantique qu'on ait en français. Donc voilà, le vélo à ma mère, c'est pareil. Si tous les enfants font la faute, c'est qu'à un moment donné, ça signifie quelque chose. Or, la préposition à a une de ces valeurs qui marque l'appartenance, appartenir à, et c'est quelque chose qui existait en ancien français, encore un peu en moyen français. C'est quelque chose qu'on va voir se réguler par la suite. Donc on va avoir des phénomènes comme ça, si vous voulez. Les fautes systématiques, c'est cette manière de dire au fond qu'on procède d'une certaine manière par analogie dans l'apprentissage et que cette analogie peut aboutir à des formes qui vont être sanctionnées par la norme ou des formes qui sont déjà incluses et consacrées par la norme. Alors, les approches fondées sur l'usage en relation à l'acquisition des langues. Donc là, je cite juste une autre linguiste. Les théories fondées sur l'usage de l'acquisition du langage dénient l'existence de représentations abstraites innées, comme les règles et les catégories, etc., etc. Et donc, le langage est construit inductivement à partir des instances concrètes de l'utilisation du langage dont on fait l'expérience dans le monde. Voilà. Donc, c'est cette idée-là, si vous voulez, qui change considérablement aussi la façon linguistique d'étudier les choses. Si on part du principe qu'on est chacun exposé à des données et qu'on construit notre compétence linguistique de cette manière-là, alors on n'est plus du tout dans le schéma où on a une super compétence linguistique qu'on apprend à exploiter, qu'on apprend à utiliser. Et ça explique, on le verra, un certain nombre de choses. Alors,
Donc l'acquisition se poursuit tout au long de l'existence linguistique aussi, hein, c'est ce qu'on peut avancer encore une fois, puisque évidemment on a toujours le sentiment... Alors il y a des choses qui sont plus palpables que d'autres, hein, mais ne serait-ce que d'apprendre un mot nouveau, on apprend des mots nouveaux toute sa vie, etc. Évidemment on apprend aussi des structures nouvelles, des formes nouvelles, si vous êtes exposé ne serait-ce qu'à des registres de langue, hein, on fait tous la différence, objectivement, et la plupart des gens font la différence entre « auriez-vous l'aimabilité de venir » et « wesh gros tu viens ». On voit la différence très clairement entre ces deux choses-là. Est-ce que c'est deux systèmes? Est-ce que c'est le même système? À quel moment c'est lié, etc., etc. Hein, on voit que cette démarche-là, fondée sur l'usage, hein, implique quand même un certain renversement de la façon d'étudier ces choses-là. Alors, l'analogie synchronique, bon, ça c'est aussi pour la corréler à la question de l'usage. Hein, là, je repars simplement de ce que disait Saussure et de l'interprétation qu'en a proposé Kosseriou. C'est l'idée, au fond, que l'analogie n'est pas vraiment un changement linguistique à ce moment-là, n'est plus vraiment un changement linguistique, c'est un mécanisme d'usage de la langue. Hein, par exemple, Saussure dit « Ainsi, l'illusion du changement analogique vient de ce qu'on établit une relation avec un terme évincé par le nouveau, mais c'est une erreur puisque les formes qualifiées de changement, type honor, hein, par opposition à onos, hein, qui était la forme d'origine, sont de même nature que celles que nous appelons des créations du type répressionnaire. Hein, donc voilà, il propose ici simplement de voir que l'analogie n'est pas à proprement parler un changement, c'est simplement un mécanisme qui va soit permettre de reconstruire la langue qu'on pratique déjà, soit permettre aussi, éventuellement, d'introduire une modification, mais sur le même modèle. Autrement dit, c'est le même mécanisme qui permet, quelque part, et l'usage et l'évolution. Hein. Kosseriou va développer cette idée-là. L'analogie est en effet un changement dans la norme, mais non dans le système, puisqu'elle est au contraire une création systématique, une réalisation d'une possibilité du système. Hein, c'est-à-dire que, si par exemple j'ai ma préfixation en re pour les verbes, hein, en se bornant pour l'instant à cet exemple-là, eh bien, si j'ai pas entendu ravoir, je peux quand même créer ravoir. Et si j'ai déjà entendu redire, reprendre, etc., je vais créer exactement de la même manière ce que j'ai entendu et ce que je n'ai jamais entendu. D'accord ? Je vais simplement appliquer la même analogie. Donc de ce point de vue-là, ce qui se passe au niveau du système, re plus verbe, etc., va potentiellement introduire un changement dans la norme, c'est-à-dire un néologisme, un mot qui n'existait pas, mais dans la majorité des cas, hein, ce mécanisme, de la même manière, va exactement aboutir à ce qui existe déjà dans la norme. D'accord ? Alors évidemment, c'est ce qui est expliqué qu'en morphologie, on va peut-être aller un peu plus vite là-dessus, c'est ce qui est expliqué qu'en morphologie, par exemple, on est très longtemps considéré, notamment en morphologie dérivationnelle, qu'on avait affaire à un phénomène synchronique. D'accord ? C'est par exemple Daniel Corbin, hein, la notion d'évolution du lexique n'a donc pas de pertinence linguistique en ce qui concerne les mots construits réguliers. Bon, alors évidemment cette citation est problématique en soi, hein, mais l'idée c'est que à partir du moment où la construction est régulière, c'est-à-dire répond à une règle, hein, c'est comme ça qu'on comprend régulier ici, c'est-à-dire répond à une règle, par exemple verbe procéitératif, c'est l'ajout du re et je fabrique mon nouveau verbe, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'évolution. Ce qu'elle dit, c'est qu'on peut, à la limite, se borner à relever les actualisations. Mais que ces mots-là existent déjà dans le lexique, même si personne ne les emploie, puisque c'est simplement l'application de la règle hein, qui permet leur actualisation. Hein, donc ici, c'est un moyen de déconnecter d'un certain point de vue hein, l'application d'une règle, même avec la création d'un mot nouveau, et la perspective diachronique. Alors, évidemment, c'est quand même un problème parce que, quoi qu'il en soit, on a un terme qui n'était pas apparu avant. Hein. Donc, évidemment, que le terme soit possible, qu'il soit prévu d'un certain point de vue, c'est, pourquoi pas, une lecture qu'on peut en avoir, mais le problème qui demeure, c'est qu'il y a malgré tout un avant, un après. Alors, il y a deux réserves à cette chose-là. C'est qu'évidemment, quand on dit il y a un avant, un après, au fond, à l'échelle de l'usage, on ne peut pas le savoir. Hein. On ne peut pas décider, même avec la surmédiatisation des choses, etc., etc. On ne peut pas savoir si tel mot a déjà été employé une fois par X ou par Y, etc., etc. À l'oral, on ne peut pas utiliser véritablement ce genre de choses. Et puis, il y a quand même le deuxième problème, c'est que au fond,
on va avoir, on le verra tout à l'heure, des créations de nouvelles règles, des créations de nouveaux éléments morphologiques qui vont être fondés sur des éléments linguistiques. Hein, pour faire du teasing, le cas de burger, par exemple, c'est une mauvaise analyse de hamburger, c'est-à-dire qui vient de Hambourg, et aujourd'hui on a des cheeseburgers, etc., etc. D'accord? Gates, pareil, on parle du Penelope Gate en ce moment, hein, pour être en plein dans l'actualité, mais Gates, c'est une mauvaise analyse de Watergate, hein, l'affaire Nixon, et depuis on a eu les Sarkogate, les Holland Gate, les Penelope Gate, etc., etc. Hein, donc voilà, on a à ce moment-là, si vous voulez, un moyen morphologique qui est mis à disposition par le biais d'un changement linguistique. Vous voyez, donc on ne peut pas tout à fait isoler, à mon avis, l'analogie et la morphologie de ce point de vue-là. Alors, on peut passer un peu, pour en arriver quand même aux grammaires de construction et aux mécanismes morphologiques qui les sous-tendent. Donc les grammaires de construction, je détaillerai un petit peu plus précisément ce que c'est dans un instant, mais en gros, l'idée c'est qu'on a des constructions de niveau plus ou moins abstrait qui interviennent à tous les niveaux du langage. Au niveau du mot, au niveau de la phrase, au niveau du syntagme, au niveau de la proposition, etc., etc. Alors le modèle, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, mais le modèle qu'on pourrait avoir en français, c'est sujet, verbe, objet déjà. Sujet, verbe, objet, c'est une construction de très haut niveau d'abstraction, et le postulat fondé sur l'usage serait que, à force d'être exposé à des phrases où on a sujet, verbe, objet, eh ben on abstrait une espèce de construction de cet ordre-là, et sujet, verbe, objet va être pourvu d'un sens qui est aussi, au départ en tout cas, le sens déclaratif, etc., etc. Hein. Donc cette idée, c'est qu'on a une relation entre une forme et un sens, et que cette construction-là permet d'introduire un sens un peu nouveau pour des unités. Alors par exemple, en français je vous disais tout à l'heure, on crée des verbes par le premier groupe, exclusivement, d'accord? Tous les nouveaux verbes, mailer, stalker, textoter par exemple, sont des verbes qui sont créés sur le modèle du premier groupe. Donc on peut parler d'une catégorisation, d'une construction, exocentrique, c'est-à-dire qui produit une unité qui n'appartient pas à la catégorie de départ, avec une unité qui appartient à une catégorie, l'adjonction d'un suffixe qui provoque l'appartenance à une deuxième catégorie. Par exemple, pour les verbes, un nom auquel on rajoute ER donne un verbe et va avoir pour sens action de faire Y. Donc l'un des exemples célèbres ces derniers temps, c'était zlataner. Zlataner, c'est exactement le résultat de cette construction-là. D'accord? Donc on a action de faire son zlatan, etc. On peut découper la construction de cette manière-là. Alors évidemment, là, on est sur le plan de la morphologie exclusivement, mais les constructions, si vous voulez, les grammaires de construction, vont répondre à un certain nombre de principes. Alors je vous ai mis la référence, donc je les détaille pas trop forcément si on veut se garder un peu de temps. Une construction est l'association d'un sens et d'une forme. La grammaire n'implique aucun composant dérivationnel ou transformationnel. Ça, c'est une dédicace au courant chomskien. Toutes les constructions sont reliées dans un network au sein duquel les nœuds sont liés par des relations de d'héritage, c'est-à-dire qu'au fond, c'est le principe de l'induction et par abstraction croissante. Vous avez une espèce de maillage comme ça qui va se faire et vous pouvez relier les constructions les unes aux autres. Par exemple, la catégorie pour former le verbe qu'on a vu, c'est relié à une construction plus abstraite qui était catégorie 1x plus particule, plus suffixe va donner une seconde catégorie avec un sens particulier. Donc voilà, c'est le modèle de la dérivation exocentrique. Alors on va la ramifier avec la création des adverbes en ment, la création des verbes en ER, etc., etc. Dans la création des verbes en ER, on pourrait rajouter ceux en isé, océrisé, googlisé, etc., dès qu'on veut que le procès soit un peu incoatif, etc., etc. Dimension généralisable, la variation à tous les niveaux, peut être expliquée par des processus cognitifs généraux ou par une fonction spécifique qu'occupe la construction. Autrement dit, cette idée, c'est que les constructions peuvent toujours se généraliser. Alors, à mon avis, on atteint bien une construction racine à un moment donné. On ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau, je pense. Dans quelle mesure c'est conscient, c'est un autre problème, mais on a quand même ce mécanisme qui est présupposé. La connaissance du langage des langues implique aussi bien des items que des généralisations aux différents niveaux de spécificité. La structure du langage est développée par son utilisation. Autrement dit, ça c'est le principe basé sur l'usage qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi l'idée qu'une construction peut intégrer des mots ou pas. Elle peut être plus ou moins abstraite à ce niveau-là. Ça peut être faire quelque chose ou ça peut être
action de quelque chose, etc. Et on peut, ou ça peut être verbe plus quelque chose, etc. On peut augmenter, si vous voulez, en abstraction. Simplement, il faut pour ça montrer que on a des structures qui se rapprochent et qui se superposent à un moment donné. Hein, il y a un article de Peter Core sur le sujet, hein, sur les constructions qui intègrent un verbe ou les constructions qui deviennent plus abstraites et la relation au changement linguistique. Hein. C'est un article de 2012 dans le Congrès mondial de linguistique, hein, donc vous pouvez y accéder en ligne. Il se fonde sur le modèle de Goldberg, précisément. Donc voilà, ça c'est le principe des constructions qui, au fond, deviennent de plus en plus abstraites par un mécanisme de nature analogique. Alors un exemple, donc c'est l'exemple de Goldberg. John a poussé le napperon hors de la table, Pat a mouché sa mousse hors du cappuccino. Donc ici, c'est l'idée d'intégrer sneeze, to sneeze dans un verbe, dans une structure qui intègre déjà des verbes type to push, etc., mais simplement, en intégrant le verbe to sneeze, on modifie quelque part son sens et on le contextualise par rapport à une construction donnée. Et le résultat, c'est une relation entre le sens du verbe de départ et le sens de la construction globale, de la construction dite transitive ici, qui va expliquer le sens de la phrase. Alors, je vais évidemment pas je vais pas masquer les critiques qui existent sur les grammaires de construction. La critique principale vient de Hitkonen, qui refuse. Alors, il refuse les grammaires de construction, mais il refuse essentiellement le modèle de Croft, qui est pas tout à fait. Il y a quelques petites nuances par rapport au modèle de Goldberg. Je ne sais pas si c'est prononcé à proprement parler sur le modèle de Goldberg, mais il me semble qu'il le refuse aussi. Donc, pour lui précisément, ces mécanismes de construction, au fond, ne sont rien d'autre que de l'analogie. Alors, il le disait par exemple, la chose rationnelle à faire est d'abandonner des néologismes tels que schéma, construction, et de retourner à l'analogie dans la conclusion d'un colloque à paraître. Alors, ce qu'on peut quand même proposer, me semble-t-il, mais ça c'est un point de discussion, mais qu'on peut peut-être quand même conserver, c'est que au fond, c'est l'analogie qui est un mécanisme qui produit des constructions. Mais on peut garder, me semble-t-il, la notion de construction parce qu'elle implique quand même, peut-être, dans son résultat, un niveau d'abstraction et un rapport quand même avec des mécanismes producteurs d'autre chose à un moment donné. Même si c'est l'analogie qui est, au fond, le mécanisme producteur de ces constructions. Alors, le système de possibilités, maintenant, pour essayer de corréler un peu tout ça, si on accepte l'idée selon laquelle l'analogie reste un mécanisme fondamental de l'apprentissage, de l'utilisation et par conséquent du changement linguistique dans la langue, on peut essayer de regarder un peu autrement. Alors, le système de possibilités, c'est un concept qu'on peut emprunter à Eugenio Coseriu, qui était un linguiste roumain qui a fini sa carrière à Tübingen. Il faut souligner, dit-il, que le système linguistique comporte l'ensemble des réalisations possibles dans une langue donnée. Il comprend aussi ce qui n'a pas encore été réalisé à un moment donné, mais qui est néanmoins déjà donné comme précisément potentiel, ayant une existence virtuelle. Ce qui veut dire par là, au fond, c'était un peu ce qu'on retrouvait aussi avec la question de la création des mots en morphologie. C'est l'idée que on a bien, à partir d'un mécanisme, un certain nombre de choses qui sont déjà créées et un certain nombre de choses qui ne sont encore qu'à l'état potentiel, à l'état de possibilité d'être créé. Alors évidemment, avec les mots comme ça, et en particulier, je ne sais pas, la création de verbes ou de choses comme ça, l'exemple est flagrant, mais ce qu'il faut admettre dans cette idée-là, c'est que ça fonctionne aussi sur le plan des mécanismes grammaticaux, bien plus abstraits, etc., etc. Ça ne fonctionne pas évidemment que sur la possibilité de créer un mot, ça fonctionne sur beaucoup d'autres niveaux. Donc, c'est-à-dire ce qui peut être créé par l'utilisation de fonctions oppositives, de procédés, etc. Quand de telles possibilités se réalisent dans la norme, elles entraînent à ce niveau-là un changement linguistique. Du point de vue de ce système, toutefois, ce sont des faits synchroniques. Donc là, on retrouve ce qu'il disait pour l'analogie, c'est-à-dire qu'au fond, une analogie, c'est appliquer une règle du système, donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là, dont le résultat, par contre, est une innovation dans la norme, c'est-à-dire dans les productions matérielles, si vous voulez, de l'individu parlant. Donc c'est, au fond, de concilier ici la dimension synchronique et la dimension diachronique, c'est-à-dire l'usage du système qui introduit un changement dans la norme. Donc on a cette équation-là qui est tenue par cette idée de possibilité. Alors, analogie et possibilité du système, donc
on peut parler d'un système de possibilités ou d'un système prévisionnel. Système prévisionnel, c'est un concept que vous trouverez chez Guillaume. C'est dans le volume 10, mais l'année de la leçon m'échappe. Je crois que c'est 43, mais j'en suis pas sûr. Sur l'idée, hein, il dit à un moment que le système est un système prévisionnel puisqu'il pourvoit par avance à tous les besoins communicatifs. Hein, à un moment, il propose même de le remplacer par provisionnel de ce point de vue-là. Donc, dans les deux cas, je rentre pas dans les détails de la comparaison des deux notions, mais dans les deux cas, on a l'idée que, à un moment donné, on a des choses qui sont possibles et qui sont déjà là, d'un certain point de vue, ou dont la possibilité de création ou d'actualisation est déjà là, et que ça permet au système d'évoluer. Hein. Alors, ça rejoint une idée, au fond, qui marche très bien aussi, qui est un constat absolument universel, c'est que une langue, elle doit s'adapter, donc elle doit changer. D'accord ? Une langue qui ne change pas, c'est une langue morte, de toute façon. Hein. Donc, la langue, elle doit changer pour s'adapter aux nécessités expressives, aux nécessités communicatives, etc., etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a plus besoin du mot téléphone que du mot gonfanon, par exemple. Hein, donc, il faut bien, à ce moment-là, que la langue évolue. Alors ici, c'est l'idée qu'il y a déjà une partie de son évolution qui est prévue, ou en tout cas les moyens de son évolution, ce serait plus exact, les moyens de son évolution sont déjà prévus. Le système entendu ici au sens d'usage individuel de la langue. Alors ça, c'est une manière de poser le problème, je le résous pas totalement, mais de poser le problème de ce que veut dire le système quand on parle d'une linguistique fondée sur l'usage et quand on parle d'un système de possibilités. Au fond, l'idée, la direction en tout cas que je prends dans cette idée-là, c'est qu'on va au fond chacun fabriquer son propre système. Alors évidemment, les points communs de ces systèmes-là vont être liés au fait que on parle une même langue, hein, d'un certain point de vue. Mais on a quand même, malgré tout, des oppositions qui ne sont pas nécessairement les mêmes, des manières d'apprécier tel ou tel énoncé, tel ou tel fait de variation, qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, hein, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être culturels, qui peuvent être simplement générationnels, etc., etc. Hein, bon, donc on va avoir cette idée-là derrière. Donc les possibilités sont celles du locuteur réel, hein, et c'est celles-ci qu'il convient d'étudier, même si on peut passer par des artefacts linguistiques ou théoriques. Le système, par conséquent, est dynamique et ouvert, hein, c'est-à-dire que c'est un système qui n'est pas clos sur lui-même, qui n'est pas fermé, et qui a tendance à se constituer lui-même et à la constitution à se poursuivant tout au long de l'existence linguistique. Les changements, du coup, en tout cas, un certain nombre de mécanismes, type grammaticalisation, réanalyse, pour supposer l'analogie, deviennent néanmoins des mécanismes aussi d'utilisation de la langue, qui font appel d'une manière ou d'une autre à des capacités cognitives telles que l'analogie, et l'actualisation des possibilités repose d'une manière générale sur un processus analogique. Alors, c'est là où on va devoir faire une nuance. Deux types de possibilités me semblent à distinguer. Des possibilités qu'on pourrait qualifier de virtuelles, c'est-à-dire au fond, typiquement, les règles de formation des verbes, des mots préfixés, etc., etc. Et puis les possibilités possibles de ce point de vue, hein, des possibilités qui ne sont pas prévues à proprement parler par le système du locuteur. Alors, si on regarde rapidement, pour finir, les premières, hein, les possibilités virtuelles, possibilités pouvant être actualisées au seul moyen des règles de fonctionnement d'une langue. Alors, ces règles de fonctionnement de la langue, évidemment, sont les règles du système de l'individu, d'accord ? Qui sont des règles qu'on peut retrouver dans un certain nombre, chez un certain nombre d'individus, hein, puisque c'est là encore le principe de la même langue, entre guillemets, mais qui sont, malgré tout, des règles plus ou moins spécifiques. Par exemple, l'actualisation des constructions en général. Hein, ici, changement de domaine de la prédication verbale, par exemple, c'est un exemple de Le Gallois et Gréa. La réalisation du problème demande beaucoup de temps aux élèves. Ici, on a demandé au sens de verbe de parole qui présuppose un sujet animé. Hein, on a rarement vu une table demander quelque chose. Et puis, on va greffer sur ce cadre prédicatif un cadre prédicatif secondaire avec un sujet inanimé, hein, ici dont le sujet réfère à une action. Ici, la résolution du problème demande beaucoup de temps aux élèves. Et on pourrait avoir un troisième type de greffon avec des sujets totalement inanimés. Cette table demande un soin particulier, etc., etc. Hein, donc on va avoir des possibilités comme ça qui vont introduire des sens nouveaux, hein, mais qui sont au fond des applications de virtualité qui existaient déjà dans les relations entre les constructions. Deuxième niveau, les possibilités possibles. Donc ici, j'essaie d'avancer un peu. Les possibilités qui ne sont pas prévues
par le système. Par exemple, des mots théoriquement non autorisés, hein, c'était un exemple de Gilles Suffy, cuisine et recuisine, c'était cuisine et recuisine aujourd'hui, hein, donc des préfixations heureux, hein, on aurait presque belote et rebelote aussi, des emprunts à une autre langue, des réponses à des stratégies cognitives, etc., etc., hein, dans le cas de la réanalyse. Donc ici, on a des possibilités possibles qui vont impliquer de l'analogie, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, au fond, des cas comme l'emprunt, où on aura d'autres peut-être stratégies cognitives à évoquer. Alors à ce moment-là, je recite aussi les possibilités, le passage d'un type à un autre, hein, ici avec la création de nouveaux suffixes, hein, d'un certain point de vue, burger, gate, etc., hein, les exemples que je donnais tout à l'heure, qui permettent de créer, au fond, un nouveau système de possibilités virtuelles cette fois. Une fois que le suffixe a commencé d'être employé en tant que suffixe et qu'il est identifié comme tel, alors à ce moment-là, ça intègre au moins le système des gens qui l'ont créé. La rénovation du suffixe itude, hein, par bravitude, là aussi, ça a créé coolitude, belgitude, etc., zénitude. On a trouvé pléthore de termes créés sur ce modèle-là à partir du moment où on avait une réactualisation de la chose. Donc vers une linguistique du possible, en relation avec le mécanisme analogique, c'est simplement pour dire que pour l'instant, le possible reste un concept un peu trop puissant malgré tout, surtout si on l'associe à un concept aussi puissant que l'analogie, on a une espèce de puissance au carré qui devient un peu complexe à gérer, mais on va avoir, hein, c'est les pistes de recherche sur lesquelles je suis un peu en ce moment, des nécessités, enfin des contraintes qui vont devoir peser sur le possible. Hein, l'idée, c'est qu'évidemment, d'abord, tous les changements ne peuvent pas exister. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a le sentiment qu'il y a des changements qui ne se produisent pas. Il y a des possibilités qui ne s'actualisent pas non plus. Pourquoi, comment, etc., etc. Et c'est là où, du côté des contraintes, on peut avoir un certain nombre, à mon avis, de premières pistes de réponse, hein, qui sont d'abord les déterminations de l'individu parlant et le système individuel. Donc là, on est dans des questions qui touchent à la norme, etc., etc. Hein, je vous rappelle simplement les débats qu'il y a eu sur la querelle de l'orthographe, de la réforme de l'orthographe, hein, avec quand même cette chose un peu singulière qui était de prendre un symbole aussi fort que je suis Charlie pour le transformer en je suis oignon, je suis nénuphar, etc., etc. Hein, donc il y a quand même à s'interroger sur l'impact des représentations qu'on peut avoir. Pensez aujourd'hui à tous les sites qui existent, type Becherel Tamer, Topito, les top 12 des fautes qui m'écorchent l'oreille, etc., etc., et qui pleuvent sur Facebook. Hein. Donc, il y a bien à ce moment-là des choses qui se jouent et qui sont là aussi peut-être des moyens d'étudier le changement linguistique et des moyens d'étudier la capacité à accepter ou pas un changement linguistique et quel type. On a évidemment d'autres types de mécanismes, hein, comme la productivité ou des choses telles que la motivation. Voilà, tout ça à corréler évidemment avec une linguistique analogique. Je vous remercie.